Madame la Présidente de la Haute Autorité de Santé, Monsieur le Président du Collège de la Médecine Générale, Monsieur le Président du Collège national des généralistes enseignants, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je suis particulièrement heureux que nous puissions échanger au cours de cette grande plénière sur l'avenir des recommandations et plus particulièrement sur l'avenir de celles qui concernent la médecine générale et les soins de premier recours. En préambule, puisqu'il s'agit d'une obligation légale dont je sais l'importance aux yeux de la Haute Autorité de Santé, je me dois de vous déclarer mes liens d'intérêt. Intérêt moral, matériel et financier, direct ou indirect, ainsi que les liens d'intérêt personnel ou de groupe, comme le demande la Haute Autorité de Santé dans son guide sur le sujet. Alors, je l'avoue, je suis médecin généraliste en exercice, également enseignant-chercheur au sein de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et membre du bureau national du CNGE. Pour ce qui concerne plus spécifiquement mes liens d'intérêt avec l'industrie, j'espère que vous ne partagez pas l'adage qui voudrait qu'un expert sans conflit d'intérêt soit un expert sans intérêt, car vous risqueriez d'être particulièrement déçu. Je n'ai sur ce plan pas le moindre euro à déclarer. Au-delà de l'aspect légal de cette déclaration, je voulais attirer votre attention sur le fait que les enseignants de médecine générale partagent tous une certaine vigilance quant au conflit d'intérêts. Cette vigilance ne se veut en aucun cas manichéenne. Nous savons le rôle déterminant de l'industrie dans différents domaines, dont la recherche. Mais cette vigilance se manifeste de manière très concrète, par exemple, lors du passage des candidats à un poste de titulaire devant la sous-section CNU 5303. C'est à ma connaissance la seule sous-section à effectuer une vérification systématique des liens d'intérêt des impétrants et, le cas échéant, de les interroger sur la nature de ces liens. Je tenais à saluer ici la démarche de transparence engagée par la Haute Autorité de Santé et à souligner la synergie qui existe entre nos institutions sur ce plan. Ce préambule sur les liens d'intérêt étant terminé, je voudrais, Madame la Présidente, maintenant vous remercier. Vous remercier pour être la première présidente de la Haute Autorité de Santé à venir vous exprimer devant plus de 2000 médecins généralistes ou futurs médecins généralistes lors du Congrès national des généralistes enseignants. Cette grande première témoigne de l'intérêt que vous portez à notre discipline et augure de très belles perspectives d'avenir. Sénèque disait « Le passé doit conseiller l'avenir ». Alors, pour mieux parler d'avenir, il nous faut avoir le courage d'analyser ensemble, objectivement et sans concession, le passé, qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Je rappelle par exemple l'épisode des références médicales opposables, les fameuses RMO, émises par l'ANAS, ancêtre de la HAS, qui avait pour objectif de contrôler les dépenses de santé et, en premier lieu, les médecins généralistes estimés responsables des prescriptions inadaptées, choix du bâton plutôt que de la carotte, le non-respect des références médicales opposables pouvant aboutir à des sanctions financières. Les RMO se sont soldés par un cuisant échec et la tutelle aurait peut-être alors gagné à méditer ces quelques paroles du Mahatma Gandhi: « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. » Mais le changement se heurte parfois à des freins idéologiques et à des réticences historiques. Si la nécessité d'intégrer des généralistes dans le travail d'élaboration des recommandations a progressivement été acceptée, force est de constater que cette intégration s'est initialement faite à dose, oserais-je le dire, à dose homéopathique en respectant scrupuleusement le principe de dilution. Était alors venu le temps du médecin généraliste alibi. Cette précieuse caution généraliste, conférée par la présence d'un confrère dans l'un des groupes de travail, s'il n'était pas cantonné au seul rôle de relecteur, donnait alors l'illusion que notre profession était solidement représentée et associée à la démarche de construction des recommandations. Mais comment imaginer un instant infléchir seul une dynamique de groupe? Comment méconnaître la pression de conformité décrite depuis longtemps par les sociologues, qui rend extrêmement difficile pour une personne isolée de ne pas accepter les normes du groupe? Comment oublier que la médecine générale était alors définie en creux, la médecine exercée par ceux qui n'étaient pas spécialistes? Dans cet ancien monde,
Les généralistes étaient souvent perçus comme de simples exécutants du soin, contrairement aux spécialistes d'organes qui, eux, aux yeux de la tutelle, étaient les véritables dépositaires du savoir et de l'expertise. Cela traduisait finalement l'inexistence disciplinaire de la médecine générale. Mais ça, c'était avant. Avant que les généralistes n'investissent le champ de la recherche et s'y forment avec la plus grande rigueur, comme en attestent les 82 thèses de sciences qu'ils ont soutenues ou sont sur le point de soutenir. Avant que cet investissement dans la recherche ne se traduise par des publications dans de grandes revues internationales avec un réel impact sur l'organisation du système de santé et sur les stratégies de prise en charge des patients. Avant que le Conseil national des universités ne reconnaisse officiellement la médecine générale comme une discipline académique en lui conférant une sous-section, la 5303. Avant qu'un congrès académique ne réunisse plus de 2000 enseignants, maîtres de stage et internes de médecine générale. Madame la Présidente, le nouveau monde de la médecine générale est là, devant vous, et il est prêt à s'investir et à travailler avec la Haute Autorité de Santé. Je le mentionnais en préambule, nous partageons la même vision et la même rigueur quant à l'indépendance scientifique. Nous avons également à cœur de promouvoir la décision partagée en santé, et ce n'est pas par hasard si la lecture de la plénière d'ouverture du Congrès était consacrée à ce thème. Indépendance et rigueur scientifique, approche centrée patient et décision partagée constituent les fondations sur lesquelles nous pourrions édifier un avenir commun. Si je citais tout à l'heure les recommandations où les généralistes ne constituaient qu'un alibi, je sais également que la Haute Autorité de Santé a su récemment parfois travailler véritablement avec des généralistes et elle a même pu, avec parcimonie il est vrai, mais elle a pu, leur confier la présidence de quelques recommandations. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois en juillet dernier, en présence des présidents du Collège de la médecine générale et du CNGE, vous nous avez fait part, Madame la Présidente, de votre volonté de renforcer les liens entre médecins généralistes et la Haute Autorité de Santé, et vous nous avez confié être à l'écoute de nos propositions. Eh bien, il se trouve que nous avons une proposition à vous faire. Plus d'un quart des consultations de médecine générale concernent la prise en charge des patients à risque cardiovasculaire. En d'autres termes, cela représente en France plus de 80 millions de consultations par an. 80 millions de consultations et pas une recommandation. Alors évidemment, vous me direz, il existe des recommandations et vous aurez raison. Il existe des recommandations sur le diabète, sur le tabac, sur le cholestérol. Non, pas sur le cholestérol, c'est un mauvais exemple. Mais sur... mais sur l'hypertension, et j'en passe. Des recommandations existent soit, mais elles sont systématiquement centrées sur une pathologie ou sur un facteur de risque. Et nous ne soignons pas des hyperglycémies, nous ne soignons pas des dyslipidémies, nous ne soignons pas des hypertensions, nous soignons des patients dans leur globalité qui, pour nombre d'entre eux, présentent plusieurs comorbidités. Nous devons les accompagner et les aider à prioriser leurs choix en matière de santé. Car oui, il leur faut prioriser. L'accumulation des recommandations centrées sur une pathologie, outre le fait de parfois conduire à des messages incohérents lorsque les recommandations divergent, cette accumulation de recommandations amène trop souvent à alourdir notoirement le fardeau du traitement. Un travail mené par le département de médecine générale de Paris-Descartes a ainsi montré qu'en moyenne, un patient présentant 3 pathologies chroniques devait consacrer entre 50 et 70 heures par mois uniquement pour se traiter. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. La Société européenne de cardiologie a bien tenté de synthétiser les données sur la prévention cardiovasculaire, mais entre nous, nous ne pouvons pas non plus nous satisfaire de cette recommandation qui n'a pas su distinguer prévention primaire, secondaire et tertiaire et dont nous ne partageons pas les conclusions. Par ailleurs, indépendamment des limites intrinsèques de cette recommandation, l'échelle supranationale ne nous paraît pas ici pertinente. Les recommandations ne peuvent pas être désincarnées. Elles s'intègrent nécessairement dans un système de santé donné comportant de multiples singularités et elles doivent tenir compte des parcours de soins spécifiques à chaque pays. Madame la Présidente,
Je vous ai remercié tout à l'heure pour être la première présidente de la HAS à venir au congrès du CNGE. Je vous réitère mes remerciements, mais pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer que vous n'êtes pas la première présidente de la Haute Autorité de Santé à venir à un congrès de médecine générale. D'autres s'y sont déjà aventurés. Et si les discours de vos prédécesseurs nous ont confortés dans l'idée que nous étions définitivement, irrémédiablement, inexorablement le pivot du système de santé, nous avons parfois regretté que certains discours ne dépassent pas les stades de déclaration d'intention. À force de pivoter, on tourne parfois en rond. Alors, pour que votre venue à Nantes marque véritablement un nouveau départ et augure un réel travail collaboratif où Haute Autorité de Santé et médecins généralistes œuvreront ensemble dans l'intérêt des patients et du système de santé, nous vous proposons que la Haute Autorité de Santé ajoute la question de la prévention cardiovasculaire à son calendrier et que la coordination de cette recommandation soit confiée aux médecins généralistes. Et c'est pas fini. Nous avons la légitimité professionnelle. 93% des patients diabétiques de type 2 et 92% des patients hypertendus sont suivis par un médecin généraliste, quand ils sont respectivement 20% et 8% à l'être par un diabétologue ou par un cardiologue. Nous avons désormais la légitimité académique. Nous avons une méthode à vous proposer. La méthode GRADE, développée par l'Université de McMaster, est aujourd'hui reconnue par l'Organisation mondiale de la santé pour sa transparence et sa prise en compte de la complexité. Nous avons le souci du pragmatisme et l'expérience du développement d'outils d'aide à la décision. Dois-je rappeler ici que les parents du fameux site Antibioclic sont tous les deux des généralistes universitaires et que la maman d'Antibioclic est même la coprésidente du comité d'organisation de ce congrès. Et enfin, j'allais dire surtout, nous avons l'envie de travailler ensemble, professionnels et universitaires, dans un esprit d'ouverture, où nous aurons à cœur d'intégrer les patients et l'ensemble des acteurs de la prévention cardiovasculaire. Madame la Présidente de la Haute Autorité de Santé, la proposition d'édifier une recommandation ayant pour objet la prévention cardiovasculaire, coordonnée par les médecins généralistes et centrée sur le patient, dans une approche globale, est une proposition forte, qui, si elle était acceptée, engagerait les généralistes comme elle engagerait la Haute Autorité de Santé. Madame la Présidente, le nouveau monde de la médecine générale, réuni ici, devant vous, y est prêt. Qu'en est-il de la Haute Autorité de Santé ? Je vous remercie.